On va s'intéresser aujourd'hui à un document de recherche qui propose une méthode dynamique pour la modélisation du risque opérationnel. L'idée principale est d'intégrer des variables macroéconomiques pour que les modèles soient plus réactifs, en particulier dans le cadre des tests de résistance. Alors la question qui est au cœur de cette étude, c'est de savoir comment les modèles de risque peuvent aller au-delà de leurs hypothèses statiques habituelles pour vraiment s'adapter de façon dynamique à un environnement macroéconomique qui, lui, est en constant changement. C'est tout le défi que cette approche tente de relever. Voici comment on va procéder. On va d'abord examiner pourquoi les approches actuelles montrent leurs limites. Ensuite, on verra l'alternative dynamique que propose ce document. Puis, on détaillera l'étude empirique, ses résultats, et on terminera sur les implications concrètes pour la gestion des risques. Commençons donc par le point de départ, les limites des modèles statiques. Il s'agit de comprendre pourquoi les approches traditionnelles ne sont plus tout à fait suffisantes pour répondre aux exigences actuelles des tests de résistance. Si on regarde l'approche standard, la fameuse LDA, ou Loss Distribution Approach, on voit bien le décalage. D'un côté, elle suppose un profil de risque qui ne bouge pas, des événements indépendants. De l'autre, les besoins des stress tests modernes sont tout à fait opposés. Il faut des scénarios prospectifs et il faut absolument capturer les dépendances avec l'environnement macroéconomique. Au cœur de cette approche LDA, on trouve très souvent le processus de Poisson composé. Son principal défaut, c'est cette hypothèse d'indépendance et son absence de mémoire. Or, dans la réalité, on sait bien que les événements de risque opérationnel peuvent être liés. Un choc peut en entraîner d'autres. Ce modèle a donc beaucoup de mal à capturer ces fameux clusters de pertes, surtout en période de crise. Face à ces limites, le document de recherche propose donc une alternative. Un cadre de modélisation dynamique qui s'appuie sur les modèles de Markov cachés, aussi appelés HMM. Alors, un modèle de Markov caché, qu'est-ce que c'est? C'est un modèle statistique qui part du principe que le système évolue à travers des états qu'on ne peut pas observer directement, des états cachés. On peut imaginer par exemple un régime de faible perte en période calme et un régime de forte perte en période de stress. Les données qu'on observe, elles, dépendent de l'état caché dans lequel on se trouve à un instant T. Ce schéma illustre très bien le mécanisme. L'état caché, ici noté X, agit comme une sorte de cause commune. Il va influencer en même temps la variable macroéconomique Y1 et les pertes opérationnelles Y2. C'est ce lien structurel qui permet au modèle de capturer comment un choc macroéconomique peut se propager aux distributions de pertes. Concrètement, ça se passe en 3 étapes. D'abord, on définit ces fameux régimes cachés. Ensuite, on relie les données observables, c'est-à-dire les pertes et notre variable macroéconomique, à ces régimes. Et enfin, le modèle estime les probabilités de passer d'un régime à un autre. C'est ça qui lui donne son caractère dynamique. Tout ça, c'est le cadre théorique. Voyons maintenant comment ce modèle a été concrètement mis à l'épreuve dans l'étude empirique. L'étude s'est donc penchée sur les données de fraude interne sur la période 2000-2018. La covariable macroéconomique choisie est l'indice de volatilité VSTOX, qui reflète bien l'incertitude du marché. La question était simple, est-ce que l'ajout de cette variable VSTOX améliore la précision des prévisions? Pour le savoir, les auteurs ont comparé les modèles HMM avec et sans cet indice à différentes fréquences, trimestrielles, mensuelles et hebdomadaires. Alors, quel est le verdict? C'est ce que l'on va voir maintenant en commençant par l'analyse détaillée des résultats pour la catégorie de la fraude interne. La conclusion principale, et elle est vraiment centrale, c'est que l'utilité d'une variable macroéconomique dépend de manière critique de la fréquence à laquelle on agrège les données. Si l'on regarde à une fréquence trimestrielle, là où les fluctuations sont lissées, le modèle HMM standard s'en sort déjà très bien. Il arrive à identifier de lui-même des régimes persistants de pertes faibles et de pertes élevées. Le graphique des probabilités le montre clairement. Il détecte la période de crise de 2008-2009 sans même avoir besoin d'une information macroéconomique externe. Par contre, quand on passe aux données hebdomadaires, c'est une toute autre histoire. Le modèle standard, face à des données beaucoup plus brutées, a du mal. Il passe d'un état à l'autre de façon erratique, il ne trouve pas de structure claire. Et c'est là que l'inclusion du VSTOX change la donne. Elle stabilise le modèle. La covariable apporte une information de fond qui l'aide à distinguer le bruit des vrais changements de régime, révélant ainsi des périodes de risque bien plus persistantes. Les résultats quantitatifs confirment cette analyse visuelle. Ce tableau présente l'erreur quadratique moyenne des prédictions. On voit que dans presque toutes les configurations, le modèle qui inclut le VSTOX obtient une erreur plus faible. L'amélioration est la plus spectaculaire pour les données hebdomadaires, où l'erreur est quasiment divisée par 2, passant de 1,55 à 0,93 pour le modèle à 2 états. L'analyse a ensuite été étendue aux autres catégories de risques, et les résultats sont assez hétérogènes. La fraude, interne comme externe, montre une sensibilité claire à l'environnement macroéconomique.
En revanche, pour les dommages physiques ou les défaillances de système, l'ajout du VSTOXX n'apporte pas d'amélioration significative. L'article suggère que c'est économiquement plausible, ces risques sont sans doute davantage liés à des facteurs opérationnels spécifiques. On en arrive donc aux implications pratiques de cette recherche pour la gestion des risques. Pour citer directement les auteurs, ce qui résume parfaitement la conclusion, ces résultats indiquent que la sensibilité du risque opérationnel aux conditions macroéconomiques est spécifique au type d'événement et ne peut être présumée a priori. Autrement dit, une approche unique, un one size fits all, ne peut pas fonctionner. Pour synthétiser, les points clés à retenir sont les suivants. Premièrement, les modèles dynamiques comme les HMM sont des outils puissants pour les tests de résistance. Deuxièmement, la pertinence d'intégrer une variable macroéconomique doit s'évaluer au cas par cas selon le type de risque. Troisièmement, le choix de la fréquence des données est un paramètre de modélisation absolument critique. Et enfin, ce cadre est flexible et permet d'explorer les dépendances avec une grande variété de covariables. L'étude se termine sur une question prospective. Au-delà des indicateurs financiers classiques, on peut se demander quelles autres covariables pourraient être intégrées dans ce type de cadre pour affiner encore la modélisation. On pense par exemple aux indicateurs de risque climatique ou géopolitique qui sont de plus en plus au cœur des préoccupations et des tests de résistance réglementaires.